Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu miséricordieux, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans notre nouvelle visioconférence organisée sous l'égide de l'organisation des organisations islamiques suisses KIOS, présidée par Dr Farhat Afshahar. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Dr Laurence Lequi. Je vous remercie, docteur, d'être avec nous malgré les imprévus, malgré les engagements, malgré l'agenda chargé. Madame Lequi est docteur en anthropologie, maître de conférence à l'Université de Paris. Elle est écrivaine et il vient de publier le voile entre le caché et l'apparent. Alors, c'est une occasion d'évoquer avec docteur Lequi la question de voile dans la société contemporaine, surtout la société européenne. Et lorsqu'on évoque la question de voile, je pense que c'est quelque chose d'actualité, surtout dans les sociétés d'accueil, dans les sociétés européennes, avec l'augmentation de l'islamophobie, avec l'augmentation de la haine vers les musulmans. Je pense que les premières victimes de l'islamophobie, les premières victimes de la haine vers les musulmans, les premières sous-estimations des musulmans, ce sont les femmes voilées. Ces femmes qui sont victimes toujours de l'exclusion, de la sous-estimation, ces femmes exclues de l'intégration, ces femmes exclues de la féminisme, ces femmes exclues parfois de l'humanité, ces femmes vues comme soumises, insoumises, sans personnalité, ces femmes qui sont vues comme des femmes battues, sans volonté. J'aimerais bien profiter de l'occasion avec vous, docteur Laurence Lequi, pour les saluer et exprimer mon admiration et mon considération parce qu'ils ont fait un choix un choix difficile devant une société et dans une société égoïste, hypocrite, une société parfois qui adopte la double discours. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe qui insiste d'apparaître comme le grand maître international en droits de l'homme, l'Europe qui nous enseigne parfois sur les luttes féministes, elle nous traite comme musulmans avec beaucoup d'indignation. Vous avez le droit d'être n'importe quoi, sauf être musulman. Vous avez le droit d'être n'importe quoi comme une femme, sauf une femme voilée qui a fait le choix d'être voilée pour exercer sa religion et respecter son appartenance idéologique et religieuse. Pour ces femmes, j'aimerais bien les saluer et s'incliner devant eux par respect. Je vous cède la parole, Dr Farhat Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques suisses. Bonsoir à tous, chers amis, chère Madame l'ECE. Bienvenue à la conférence visio de KIOS. J'ai seulement une question qui me préoccupe et même m'étonne un peu. Il y a tellement de domaines importants dans l'islam, comme la philosophie, le droit et l'économie islamique. Le symbole économie de l'islam, économie islamique est très important parce que le système bancaire de l'islam a un volume de 2 trillions de dollars par année. L'assurance islamique a un volume de 1 trillion. Ça fait 3 milliards de dollars chaque année. Pourquoi tout le monde s'intéresse-t-il au voile islamique et pas aux autres choses, aux autres branches d'islam? Peut-être pouvez-vous nous aider, chère madame? Veuillez commencer, s'il vous plaît, votre présence. Merci beaucoup.
Professeur Dahri. Je vous cède la parole, le docteur Boumediene, secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses. Je vous remercie infiniment, docteur Dahri, qui est Et puis vice-président. Madame Hazemi Mahjoub, au nom de Bien sûr. rédacteur en chef, malgré que c'est une femme non voilée, mais elle défend la dignité, la liberté de choix. Oui. Merci infiniment, docteur Dahri, vice-président du CAIOS et président du CRI, Voix des victimes. Je remercie aussi professeur et président du CAIOS, donc coordination des organisations islamiques suisses. Je salue notre chère amie, Madame Hazemi Mahjoub, et je salue principalement notre invité d'honneur, docteur Laurence Lécuyer. Bienvenue à vous, marhaban. J'espère que vous allez bien. Pardon pour la petite gêne. Enfin, on sait très très bien que vous êtes très très occupé. Alors, docteur, beaucoup de choses ont été annoncées par le biais de la parution, notamment de votre premier livre, le voile entre le cachet et l'apparent, chez l'édition Al-Bouraq, un livre qui a fait quelque part, si vous voulez, beaucoup de réactions à la sphère internationale, parce qu'on est à l'étranger, on n'est pas en France, donc vous êtes en direct avec nous en Suisse, mais bien sûr, la voix de la Suisse, elle est portée aussi à l'étranger. C'est un livre qui revisite le concept du voile de manière plurielle et notamment dans un contexte probablement contexte loin de l'Europe, loin de la France, loin de l'Occident et loin de ces préjugés qui pèsent, comme vous l'exprimez assez bien, à travers votre livre et aussi au-delà de votre livre par le biais de vos recherches en Inde et au Pakistan. Je rappelle, vous êtes chercheur, bien sûr, membre associé et professeur à l'INALCO en France, mais vous êtes surtout anthropologue, ethnologue de terrain en Inde. Vous sillonnez ces régions depuis plus d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez du voile aujourd'hui et comment pouvez-vous répondre à ces questions, ces préambules, ces petites questions qui ont été et qui sont l'apanage, si vous voulez, des médias aujourd'hui, notamment en Occident. Est-ce qu'on a la même perception en Occident, en Orient, voire en Extrême-Orient du voile et où se situe, si vous voulez, la limite entre un regard personnel, un regard politique, un regard peut-être discriminatoire, parce que de nombreuses femmes, l'avait rappelé docteur Dahri, se sont discriminées par rapport à ce voile. À vous la parole, cher Merci. docteur. Marhaba. Alors, docteur Mahjoub, vous voulez intervenir en 2 minutes? Oui, oui. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour écouter le docteur Laurence Lécuyer. Honnêtement, je n'ai pas encore lu le livre, je n'ai pas encore eu le plaisir de le lire, mais le hijab ou le voile, ou beaucoup d'appellations, hein, mais c'est un sujet de controverse, certes. Et il y a beaucoup, je dirais que l'habit, le voile, ce sont les libertés individuelles, comme l'a indiqué le docteur Abdeljelil. Ça rentre dans la sphère des libertés individuelles, des libertés qu'on doit défendre, même si on n'y croit pas beaucoup, ou même si on a une certaine vision de ce voile-là. Moi, je suis contente parce que je suis de l'autre côté de la Méditerranée, et donc je suis en Tunisie, et donc je suis dans un autre contexte, et en tant que femme, en tant que j'ai fait aussi quelques recherches sur le hijab, sur le voile, je vois qu'il n'y a pas un seul voile, il y a des voiles. Le voile est pluriel. Je pense que j'aurai le plaisir de vous écouter. Est-ce qu'on partage le même avis? Et j'ai un collègue qui s'appelle le sociologue Mohamed Karrou, qui a écrit Le hijab en Tunisie. Et vous connaissez le livre. Il a très bien démontré que le hijab en Tunisie, il est différent du hijab en Turquie, il est différent du hijab en Égypte, au Pakistan. Il n'y a pas un seul hijab islamique. Il y a des voiles. Et je ne vais pas
parler, je ne vais pas accaparer la parole. Au contraire, je suis très Oui, curieuse oui, de vous oui, écouter oui. avec Oui. beaucoup d'intérêt et de plaisir. Votre Merci. question va être une introduction. J'espère que vous allez réagir après Dr Hadem Mahjoub avec Oui. Dr Lequi. Merci beaucoup. C'est à vous, Dr Lequi, la parole maintenant. Alors, bonsoir à tous. Assalamu alaikum. Merci Wa alaykoum beaucoup salam. à vous, Médiane, et à vous tous de m'avoir convié ce soir. Pardon pour mon retard. Je sors de petits déboires de santé qui m'ont fait perdre le sens du temps, mais je suis là. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très honorée. Ça fait un moment que je n'ai pas vraiment pensé au voile, en fait, parce que ça fait un an que je suis au Pakistan et sur d'autres recherches. Mais il n'empêche que cet aspect pluriel du voile ne cesse de se déployer et de se montrer, notamment au Pakistan. Par exemple, personnellement, moi, au Pakistan, je me voile d'un certain type de voile, parce que, comme vous l'avez très bien dit, il y a plusieurs sortes de voiles, il y a une grande diversité de voiles. Et par exemple, dans les milieux, dans les classes supérieures éduquées, occidentalisées au Pakistan, c'est vraiment très mal vu de se voiler. Alors, je commence par cette petite anecdote d'anthropologue, c'est-à-dire que quand je suis dans ces milieux, les gens ne savent pas quoi faire de moi conceptuellement, et parfois, je me fais agresser parce que je suis censée être une européenne, une occidentale, j'ai un doctorat d'anthropologie, je suis professeure, je suis chercheuse, et j'arrive avec un voile un peu traditionnel, etc. Et du coup, les gens ne savent absolument pas quoi faire de moi. Donc, vous voyez, dans une société musulmane, le Pakistan, qui est quand même fondé sur la kalima, sur l'islam, dans certaines franges de la société, dans certaines classes, il est mal vu de se voiler chez des musulmans. Donc, on voit bien, en fait, et c'est ce que l'anthropologie m'a permis de montrer, l'anthropologie m'a permis, et c'est la première chose que j'ai faite, de remettre ce voile, de recontextualiser ce voile et de l'inscrire dans un cadre beaucoup plus large. C'est-à-dire, je me suis posé la question, si je pars du voile en France et de ce dialogue incessant que le voile a avec les autorités publiques, avec les individus aussi, à travers les médias, les musulmans, les non-musulmans, on est dans un monde complètement binarisé en France. Et en fait, la focale est beaucoup trop appuyée sur ce voile très singulier tel qu'il est porté en France, parce que même dans l'islam, il n'y a pas qu'une façon de porter le voile, et même le mot hijab, il ne veut pas dire la même chose suivant les contrées, suivant les langues, même si c'est le mot hijab en arabe. Donc, en fait, partir du micro anthropologique ne me permettait pas de rendre compte de ce que c'est que, voilà, remettre anthropologiquement le voile dans un cadre plus général pour pouvoir poser véritablement une épistémologie et une heuristique du voile. Alors, en anthropologie, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est en fait que le voile d'un point de vue anthropologique? Et professeur Boumadienne, tout à l'heure, vous m'avez demandé qu'est-ce que je pense du voile? Précisément, rien. Et c'est bien pour ça que j'ai beaucoup aimé faire cette étude du voile, et notamment en France, c'est que je ne pense pas quelque chose du voile. Ce soir, vous me voilez dévoilée, mais je passe toutes mes journées, en tout cas au Pakistan, voilée. À Paris, parfois je suis voilée, parfois je ne suis pas voilée. Je me voile de plein de façons différentes, pour plein de raisons différentes. Et même avant d'être musulmane, je me mettais des choses sur la tête, je me voilais. Donc la question anthropologique de départ dans un cadre macro-anthropologique, c'est qu'est-ce qu'un voile? En réalité, anthropologiquement, un voile, c'est un habit de tête, c'est un vêtement de tête. Voilà ce que c'est qu'un voile. Et alors, quand on regarde les choses comme ça, déjà, ça perd de sa focale. C'est-à-dire qu'un habit de tête, ça peut être un habit de plein de formes et pour plein de raisons différentes, on va porter cet habit de tête. L'anthropologue André Leroi-Gourhan, cet anthropologue structuraliste des années 30-40, dans la lignée de Claude Lévi-Strauss, enfin c'est Claude Lévi-Strauss qui est dans sa lignée, a fait une petite étude anthropologique mondiale des endroits où sont portés des habits de tête. Parce que finalement, quand on désensibilise cette histoire du voile, sans se poser la question, le voile musulman, pas musulman, en partant du principe que le voile, c'est un habit de tête, eh bien, en fait, quand on lit l'étude d'André Leroi-Gourhan, et puis d'autres comme Mohamed Kerrou, que vous avez cité, comme Bruno Nassim Aboudrar, comme un peu tous les chercheurs qui ont fait des recherches assez extraordinaires aussi et très intelligentes sur le voile ces dernières années, on se rend compte qu'en fait, les endroits du monde, les sphères culturelles où les individus ne portent pas quelque chose sur la tête, femmes ou hommes, sont en minorité dans le monde. Et je voyais il y a quelques jours quelques photos clichés de femmes anglaises à Londres au début du siècle.
elles étaient toutes voilées, mais même certaines étaient voilées, pas des musulmanes, des femmes, des anglaises chrétiennes, elles étaient voilées, même parfois leur voile ressemblait au hijab. Le hijab de la façon dont il est porté en France et au Maghreb, par exemple, ou au Moyen-Orient. Donc, en fait, on se rend compte que les êtres humains ont cette tendance, anthropologiquement, à couvrir leur tête. Donc, en fait, c'est la question thématique principale de mes recherches et de ma thèse et de mon livre, c'est pourquoi est-ce que les êtres humains se couvrent la tête? Finalement, quand on se pose la question en sortant des débats d'un point de vue totalement anthropologique, c'est-à-dire avec une sorte de neutralité et un regard un peu distancié, ben pourquoi on ne se couvrirait pas la tête en définitive? Parce que les êtres humains utilisent l'étoffe, le vêtement, pour se dire, le vêtement, il est toujours en dialogue avec la société dans laquelle il s'inscrit. Donc, un vêtement tout seul, il n'a pas de sens. En fait, ce qui habille le vêtement, c'est le sens qu'on lui donne en fonction de la façon dont il dialogue avec la société dans laquelle il s'exprime et à partir des valeurs, à partir des constructions autour du genre, autour du corps, autour de la pudeur, autour des rapports de genre, autour du rapport avec son propre corps. C'est pour ça qu'aussi, dans cette histoire de voile, l'anthropologie du corps a été un outil formidable. On se rend compte qu'en fait, les êtres humains se couvrent la tête pour différentes raisons. Et pourquoi on ne se couvrirait pas la tête? Je vous donne un exemple, par exemple. Les zones de pudeur peuvent évoluer même dans une même sphère culturelle. Donc, en fait, pour l'islam, le voile, c'est aussi un instrument de pudeur. C'est une façon de couvrir, ou aussi de couvrir, mais aussi de dévoiler sa pudeur, de montrer sa pudeur et en même temps de couvrir des zones de pudeur. Et il y a beaucoup de sociétés, en fait, couvrir la tête ou couvrir le corps d'une façon générale est quasiment toujours associé à un concept de pudeur. Mais le concept de pudeur, le concept de haya, comme on dit en arabe, c'est un concept qui est aussi culturellement construit, ce n'est pas un concept universel. Donc, je vous prends un exemple anthropologique en Inde, au 19e siècle, fin du 19e siècle, donc à la présence anglaise en Inde. Je vous parle du sud de l'Inde, d'un État qui s'appelle le Kerala. Dans cet État, les rapports de caste étaient très prononcés. Donc, en fait, il y avait les brahmanes qui étaient tout en haut de la société de caste, et puis il y avait beaucoup d'intouchables. Dans le Kerala, il n'y avait pas vraiment les castes intermédiaires, il y avait vraiment la plus élevée et la plus basse. Les castes d'intouchables, pour montrer leur subordination et leur respect aux castes supérieures, n'avaient pas le droit de se couvrir le buste, hommes et femmes. Ça veut dire que dans le Kerala, les brahmanes étaient couverts, ils portaient des saris ou des foulards, ils avaient le buste couvert, mais toutes les castes d'intouchables, toutes les castes inférieures et subordonnées aux brahmanes n'avaient pas le droit, c'était une loi, n'avaient pas le droit de se couvrir le buste. Au niveau, parce que tout ça c'est intimement lié, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sépare et tout est lié. Donc les dimensions, et vous l'avez dit tout à l'heure, le voile est pluriel, déjà il n'y a pas une seule sorte de voile, mais aussi il y a c'est un feuilleté. En fait, en anthropologie, quand on analyse un phénomène, on s'intéresse et on s'adresse à des feuilletés, à des layers, à des niveaux de signification, à des niveaux de sens qui sont cousus les uns dans les autres. C'est-à-dire, ils peuvent être considérés séparément si on veut analyser, par exemple, la dimension politique, la dimension sociale, la dimension en termes de pudeur, la dimension religieuse, la dimension spirituelle. En fait, dans toutes les sociétés que moi j'ai analysées en tout cas, le voile a toutes ces dimensions. Il a une dimension politique, il a une dimension économique, il a une dimension sociale, il a une dimension de pudeur, il a une dimension spirituelle, et il peut avoir une dimension religieuse ou pas. Mais en fonction des époques, en fonction des aires culturelles, des sociétés, en fonction des valeurs que véhiculent ces sociétés et comment le vêtement en général dialogue la tête, par exemple, et des cheveux, suivant les sociétés, quel est le sens de la tête et des cheveux en fonction des sociétés, eh bien, il y a des époques, par exemple, où le voile va avoir une dimension politique très prononcée. Par exemple, en France, on a surpolitisé le voile et sur-religionisé le voile, mais on a oublié que le voile a une dimension aussi sociologique, aussi esthétique. Alors ça, on n'en parle absolument jamais, du sens esthétique aussi, de la dimension esthétique du voile, être jolie avec son voile, porter des typologies de voile qui mettent en valeur le visage de la femme, etc. On n'en parle jamais comme si c'était une... Donc en fait, en France, on a oublié les autres dimensions qui sont absolument présentes et on a surpolitisé et sur-religiosé, je ne sais pas comment on dirait ça, mais trop prononcé la dimension religieuse
du voile. Et donc, on l'a enfermé dans ces deux dimensions, en oubliant que même dans la fonction religieuse, quand on regarde dans le Coran, alors j'ai un petit peu oublié, ça fait longtemps que je n'ai pas repensé à tout ça, mais dans la sourate Nour, je crois, il est dit dans le Coran devant quels individus la femme est tenue de couvrir ses zones de pudeur. Je ne dis pas se voiler, de couvrir ses zones de pudeur, et devant quels individus elle n'a pas besoin de couvrir ses zones de pudeur. Donc en fait, ça c'est une dimension sociologique, ce n'est pas une dimension purement théologique. Il peut y avoir une dimension spirituelle, mais là en fait on est dans un dialogue sociologique sur les rapports de genre déjà à l'intérieur des familles et les rapports de famille aussi, entre la famille d'une femme et la famille de son époux par exemple. Donc on est dans les relations sociales. Et en fait, c'est vrai que ce que je suis en train de vous dire là, le fait que j'ai fait une étude comparative qui a d'abord commencé en Inde, en fait, j'ai utilisé la France à la fin comme dimension comparative dans ma thèse et un petit peu dans mon livre aussi, mais au départ, dans ma thèse, alors là, je ne vous parle pas vraiment de mon livre, mais de ma thèse, j'ai travaillé sur un voile en Inde qui s'appelle le Gungat, qui est pratiqué dans tout le nord de l'Inde, mais beaucoup dans le Rajasthan, et qui n'a absolument pas de dimension religieuse, comme elle l'est par exemple dans l'islam, qui a une dimension sociologique très prononcée. C'est un langage social, ce Gungat. Il a une dimension qui peut être aussi spirituelle, évidemment une dimension qui est associée à la construction du genre, au rapport de genre, à l'idée de la femme, à l'idée qu'on se fait des cheveux de la femme et surtout du visage de la femme, parce que ce voile consiste à se fermer, enfin, à baisser ce voile sur ses yeux ou son visage devant certains individus. Donc la femme, elle va baisser son voile devant son visage, devant certains individus de sa belle famille avec laquelle elle vit. Donc c'est aussi tout un contexte sociologique autour du mariage, des relations de parenté et des lieux, des façons de résider. Donc vous voyez les implications sociologiques. Et elle ne va pas baisser son voile, elle ne doit pas baisser son voile par bienséance, ce n'est pas une obligation, par bienséance. Donc il y a des femmes qui le pratiquent, il y a des femmes qui ne le pratiquent pas. Quand elle est dans sa propre famille, donc elle peut être dans son propre village, donc c'est aussi dans un contexte d'exogamie, c'est-à-dire que les individus se marient en dehors de la famille. Quand la femme est dans son propre village, elle n'a pas baissé son gungat devant aucun homme, parce que les hommes de son village sont considérés comme des parentés fictives, c'est-à-dire des frères ou des oncles, etc. Voilà. Donc la femme, en fait, elle va couvrir son visage par pudeur, pour montrer sa subordination, mais aussi c'est une pratique d'évitement. Enfin, je ne vous développe pas du coup ce qu'est le gungat parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer. Ma thèse, elle fait à peu près 400 pages et il y a à peu près 200 pages rien que sur les implications sociologiques, ce langage social extrêmement élaboré qui utilise ce tissu qui est porté sur la tête et tiré parfois sur les yeux ou le nez ou le visage pour montrer la complexité du dialogue qu'une femme peut avoir avec son voile. Et ce voile, comme je le disais au début, n'a absolument pas, dans le contexte de l'Inde du Nord aujourd'hui, et je parle du Gungat, n'a pas de fonction religieuse. C'est-à-dire que des femmes hindoues peuvent pratiquer le Gungat, des femmes jaïnes, des femmes sikhs, des femmes chrétiennes, des femmes musulmanes, mais pas toutes les femmes. Seulement certaines familles, ça dépend des cas, ça dépend du lieu de résidence, etc. Donc vous voyez que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce voile, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'en mettant en comparaison, en exergue, en balance avec la façon dont était traité le hijab et les femmes voilées en France, ça rendait enfin une respiration, un souffle, une perspective et une complexité à un phénomène, en fait, à une pratique vestimentaire qu'on a absolument vidé dans le contexte français de sa dimension anthropologique, en réalité, finalement. Voilà. Donc le voile musulman, évidemment, il n'y a pas un seul voile. Et il ne faut pas oublier que si c'est une prescription religieuse dans l'islam, cette prescription religieuse, elle est associée à beaucoup de choses. Et donc, rien que dans l'islam, mais on peut comparer aussi, par exemple, en Inde du Nord, c'est une mesure de pudeur que d'avoir la tête couverte. Pour toutes les femmes, quelle que soit leur pratique religieuse, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, dans les milieux plutôt traditionnels, moi j'ai vécu dans le Rajasthan, c'est plutôt un milieu traditionnel, il est bien vu que les femmes se couvrent la tête. Mais en fait, pas uniquement les femmes, les hommes aussi. Quand on regarde l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, les femmes portent des foulards, des coiffes, etc. Les hommes aussi portent toutes sortes de chapeaux. Et ces accessoires qui sont portés sur la tête
ont une fonction sociologique, une fonction aussi, ça j'ai oublié d'en parler par rapport au Gungat, qui indique aussi le statut. Mais ça, en anthropologie, c'est très connu que les habits de tête, et on peut inclure dans les habits de tête, par exemple, les plumes qui peuvent être portées par les chamans ou par des tribus en Amazonie, par exemple. C'est aussi un habit de tête qui indique le statut. Donc, on voit en fait que par cette étoffe, par cet élément vestimentaire, ce vestème, comme on pourrait dire en reprenant le langage d'André Leroi-Gourhan, vestème, c'est la plus petite unité de sens au niveau du vêtement, comment ce vestème dialogue dans les sociétés et qu'en fait, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Donc, en fait, la France, dans sa façon d'envisager et de s'adresser au hijab, se raconte elle-même, raconte ses propres insécurités, raconte sa propre histoire coloniale, notamment avec l'Algérie, raconte son rapport avec l'islam, mais au-delà de l'islam, raconte son rapport avec la religion, mais au-delà de la religion, raconte son rapport avec le sacré. Et c'est là qu'on en vient, à mon sens, à la centralité, en tout cas c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre-là dont on parle aujourd'hui, du voile, c'est-à-dire le lien du voile avec le sacré. Et à mon sens, c'est peut-être pour cette raison que finalement, il y a une réaction aussi épidermique sur le sol français, comme Régis Debray l'a montré dans la Jeunesse du sacré, son livre La Jeunesse du sacré, où il a démontré qu'en France, on a tenté d'expulser tout signe de sacré de la sphère publique. Et donc, la résurgence d'une femme voilée sur la sphère publique, quelles que soient ses motivations à se voiler, parce qu'il y a multiples motivations à se voiler, y compris dans l'islam, c'est en fait une résurgence du sacré, une résurgence du refoulé. Parce que dans cette France laïque, séculaire, comme on pourrait dire, parce que l'Inde aussi est un pays séculaire, et donc il faut reprendre aussi tout le concept de laïcité dans cette sphère laïque. Exprimer une appartenance au sacré est devenu quelque chose de tabou, est devenu quelque chose de refoulé. Et à mon sens, c'est là qu'on touche vraiment, en dehors de toutes les analyses sociologiques. Je ne sais pas vraiment combien de temps on a ce soir, donc c'est pour ça que j'ai brossé un peu le tableau sociologique et anthropologique sans rentrer dedans, parce qu'en fait, c'est un sujet dont on peut parler pendant des heures, tellement il est complexe et tellement il est intéressant. Mais il me semble que le sens qui pourrait justifier les réactions aussi violentes et épidermiques, en dehors de considérations géopolitiques, une certaine islamophobie, peut-être un certain racisme ou ostracisme en tout cas, d'une histoire coloniale pas guérie. Vous voyez, il y a tout ça sociologiquement qu'on peut prendre en compte. Mais à un niveau peut-être plus profond, c'est la réaction de la France et le voile en général interroge la relation des êtres humains avec le sacré. Et donc, c'est vrai que c'était tellement intéressant de faire ce comparatif entre l'Inde et la France, parce que dans le rapport avec le sacré, ce sont presque des antinomies. C'est-à-dire qu'en France, il ne faut surtout pas exprimer du sacré. C'est-à-dire qu'on peut faire tout un tas de choses en France. On peut boire sur la voie publique, on peut être ivre sur la voie publique, on peut harceler sexuellement une femme sur la voie publique, on peut vociférer des insultes sur la voie publique, on peut se déambuler pratiquement nu sur la voie publique, mais quand on apparaît sur la voie publique avec un signe d'une allégeance à une voie, parce qu'une religion, c'est une voie, c'est une institution, mais la religion, ce n'est pas la finalité en soi, finalement. La religion, c'est la voie qui mène l'être humain, l'âme humaine, à son destin, et son destin est lié au sacré, à son rapport avec le sacré. Donc là, il y a un problème. Et donc, pour moi, ça interroge vraiment la France en tant qu'organisme vivant, presque, son rapport avec Dieu, vraiment avec le divin et avec le sacré. Et donc, c'était intéressant de mettre en exergue avec l'Inde, parce qu'en Inde, donc dans cette démocratie aussi, alors j'aime pas utiliser le mot laïque pour l'Inde, mais séculaire, comme l'est la France aussi, en fait, la définition, et même en Inde, loi de 1901 de la laïcité, c'est que chacun a le droit, tant que ça ne gêne pas les autres, d'exprimer avec liberté ses appartenances confessionnelles sur la sphère publique à partir du moment où ça ne gêne personne. En fait, au départ, c'était ça la laïcité. Et c'est devenu, ça c'est ce que dit Régis Debray, je cite un peu aussi, pour pas trop m'engager ici quelque part, mais c'est devenu en fait la laïcité une religion
assez monolithique finalement et qui ne tolère pas la pluralité religieuse finalement. Et cette religion, c'est la loi du découvert, comme le dit Bruno Nassim Aboudrar et Mohamed Kérou aussi, la loi du découvert, la loi de la transparence, on doit tout montrer, on ne doit rien cacher, et puis aussi un rapport particulier au corps. Et c'est vrai que le voile dans l'islam, par exemple, protège les zones de pudeur de la femme, mais quand on regarde l'habit, parce que là aussi, on a trop gentrifié le voile. Mais quand on prend le voile comme un habit de tête, on se rend compte que les hommes couvrent aussi leur tête, y compris dans l'islam, mais dans l'hindouisme, en Afrique, dans le judaïsme, dans le christianisme, les hommes couvrent leur tête. Parce qu'en fait, et là, on va rentrer, donc quand je vous parlais du sacré, il y a aussi une dimension spirituelle que je n'ai pas énormément abordée dans mes recherches en anthropologie, parce qu'en France, évidemment, ça touche aussi la recherche. On ne peut pas vraiment parler de spiritualité au sein du monde anthropologique et de la recherche académique sans se faire trop taper sur les doigts, mais là, je me permets de le faire. Donc, en fait, il y a aussi une dimension spirituelle, énergétique au port du voile. Et donc, comme je disais tout à l'heure, certainement que cette réaction épidermique est « Ah non, on avait enlevé le sacré, on a essayé de tuer Dieu, vous n'allez pas le faire revenir avec votre voile musulman. » Il y a un peu quelque chose comme ça. Et donc, par rapport au spirituel, il y a aussi il y a certains chers soufis qui en parlent d'ailleurs, notamment dans la voie Naqshbandiya, Maulana Cheikh Nazim Haqqani, par exemple, ou un de ses disciples, Maulana Cheikh Nurjan, qui parle de cette ouverture qu'on a au sommet du crâne, que les Indiens, les Hindous, les Indiens, les Bouddhistes, les Chinois connaissent bien, en Inde, qui s'appelle le chakra couronne. Et on dit en Inde que le nirvana, qui est véritablement le fana, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux mots, nirvana, fana, feu, c'est une variation linguistique qui se retrouve. Qu'en fait, le fana, il s'obtient une fois que notre dixième porte, la dixième porte du corps, qui est le chakra couronne, s'est ouverte. Et spirituellement, énergétiquement, quand cette porte, elle s'ouvre, il y a un dégagement de lumière autour de la tête des individus. C'est pour ça que le Christ, par exemple, est représenté avec ce... Pardon, ça fait 1 an que je n'ai pas parlé français, pratiquement. Voilà, est représenté avec cette auréole. L'auréole, c'est cette lumière qu'on ne voit peut-être pas à l'œil nu, que certaines personnes peut-être voient, qui se dégage quand un individu est spirituellement éveillé. Et donc, Maulana Cheikh Nazim, dans la voie Naqshbandi, dit que le voile et le chapeau, même la chéchia, le turban, sert à protéger cet endroit de la tête où il y a une ouverture singulière chez les êtres spirituels. En fait, la tête, c'est l'endroit du corps qui s'éthérise, qui se spiritualise, qui se dédensifie en premier lorsqu'un individu s'avance vers une voie spirituelle et donc devient moins dense dans sa matière, si je peux dire ça. Alors là, on est un peu en dehors des considérations anthropologiques pures, mais il y a aussi cette dimension, et c'est une dimension qui est absolument ni tabou, ni particulièrement spéciale, par exemple en Inde et au Pakistan. On en parle très simplement de ces considérations spirituelles, puisque le monde spirituel et énergétique est considéré comme faisant partie de la réalité, tout comme le monde physique est physiquement observable, ce qui n'est pas non plus le cas de la France. Donc, à mon sens, la France qu'elle exprime, c'est à différents niveaux et à différents étages. Et si on prend une pyramide et qu'on part du sommet de la pyramide, en premier, elle exprime un refus de la dimension spirituelle de l'homme et du cheminement spirituel de l'homme. Et c'est ça qu'indique le voile, en fait, aussi. Et ça, je l'ai écrit dans mon livre, bon, je ne vais peut-être pas le développer ici, le lien entre couvrir et le sacré. La Kaaba est couverte par la kiswa. Le livre sacré des Druzes est couvert par des tissus. Le livre sacré des Sikhs est couvert par des tissus. Même la femme mariée est recouverte d'un voile. En fait, on se rend compte que ce qui est sacré est dans beaucoup de sphères culturelles, mais surtout les sphères culturelles méditerranéennes et moyen-orientales et asiatiques, Inde du Nord, Pakistan, Afghanistan, Iran, on couvre ce qui est sacré. Et comme me disait un jour un Indien, je lui disais, oui, mais pourquoi ça? Il me disait, mais je ne sais pas, tu ramasses un morceau de verre dans la rue, tu vas le jeter ou tu vas le mettre dans ta poche. Si tu trouves un diamant ou une pierre précieuse, un turquoise, tu ne vas pas le mettre dans ta poche, tu vas prendre ton mouchoir et tu vas l'envelopper dans ton mouchoir soigneusement. Voilà, donc il y a un rapport comme ça où on enveloppe ce qui est sacré. La tête de la femme, le sommet de son crâne, ses cheveux. Alors, il y a aussi, ça renvoie à des études anthropologiques aussi sur les cheveux
Et puis aussi énergétique, où on se rend compte que les cheveux, en fait, au niveau énergétique, sont une antenne qui ramasse beaucoup la lumière. Et c'est pour ça que les êtres spirituels, souvent, et ça se voit beaucoup au Pakistan et en Inde, les fakirs, les sadhus, voilà, c'est des êtres spirituels. Et les sikhs, par exemple, aussi, j'ai fait une étude sur les cheveux des sikhs, ne se coupent pas les cheveux, parce qu'en fait, nos cheveux sont une antenne destinée à ramasser la lumière et à nous connecter avec cette lumière à l'intérieur. Donc, il y a ça, cette dimension donc, du sacré qui est scotomisée dans la sphère publique française aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en France aujourd'hui, il n'est pas évident simplement de dire le mot Dieu. Même moi, dans mon travail, dans mes recherches académiques, quand j'enseigne aussi les religions comparées, il faut que je fasse attention de ne pas trop utiliser le mot Dieu, par exemple. Donc, vous voyez, finalement, ce refus du voile, quelque part, c'est ce refus du divin. Et c'est ce refus de la dimension de sacralité que porte le corps de la femme. Mais aussi, comme je disais, on a gentrifié le voile. On peut faire cependant avec le masculin. Il y a beaucoup de tariqas soufis où les hommes portent des turbans. Le prophète portait un turban, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de sociétés où les hommes portent des chapeaux, des turbans. Toute l'Inde du Nord est en turbané et pas parce qu'ils sont musulmans, par exemple. Ensuite, il y a donc dans la sphère française un refus du religieux du fait de la construction de la France comme une entité géopolitique laïque. Donc là, on a encore une fois le retour du refoulé, c'est-à-dire comment ça, on a voulu faire un État laïque et il y a des personnes qui crient haut et fort parce que le vêtement crie. Le vêtement est extrêmement significatif, c'est ce qu'ont montré les études anthropologiques sur le vêtement, sur le signe, par exemple les études de Yves Delaporte sur le signe, sur le signe, que le vêtement peut crier et criant de sens et de signification. Donc voilà, le retour du religieux. Et puis, on a aussi dans le refoulé le retour de l'islam quelque part sur le sol français qui vient rappeler la plaie encore béante du rapport entre la France et l'Algérie, de la guerre d'Algérie. C'est quelque chose qui n'est pas guéri, ça non plus. Et puis, il y a aussi une dimension par rapport à la construction du corps, à la sexualisation du corps aussi en France, c'est-à-dire qu'une femme dévoilée, quelque part, même implicitement, même sans le vouloir elle-même, une femme dévêtue ou dévoilée, elle dit quelque chose, un homme aussi d'ailleurs, pas que la femme. Et interpréter, c'est pas qu'on le dit, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est dévêtu qu'on dit attention, je suis sexualisable à merci, non. Mais il y a quand même une sexualisation du corps qui passe par le corps dévêtu. On n'est pas obligé de sexualiser un corps dévêtu, mais il y a cette construction-là quand même dans les sociétés européennes en général. Donc une femme qui vient se couvrir, en tout cas ça c'est ce qui est ressorti beaucoup de mon terrain, et notamment en France avec les femmes voilées, qui me disaient, moi j'indique que non, je ne suis pas dragable, je ne suis pas sexualisable à merci. Voilà, et c'est ce que j'exprime par mon voile. Donc, vous voyez, ce voile, il exprime aussi les rapports de genre et le rapport à son propre corps et le rapport qu'on donne entre son corps et le corps de l'autre, de l'autre genre. Donc, une femme voilée, elle vient finalement faire obstruction à cet état de fait. Et en fait, on se rend compte que le voile vient interroger beaucoup des évidences qui font partie de la construction culturelle de la France aujourd'hui, des évidences qui sont liées au corps, qui sont liées au rapport de genre, qui sont liées au rapport avec la religion. On ne parle pas si facilement de religion en France, on ne parle pas facilement du divin, on ne fait pas si facilement des comparaisons entre les religions, par exemple. Et du coup, il y a quelque part dans ce voile quelque chose de l'ordre du tabou, quelque chose de l'ordre du refoulé qui vient se dire, qui vient se montrer sans vergogne et qui dérange. Et c'est vrai que du coup, d'utiliser le comparatif avec l'Inde, où c'est quelque chose d'absolument, mais complètement naturel, on ne se pose jamais la question. Et d'ailleurs, après mes 5 années de terrain anthropologique à Udaipur, mais aussi dans tout le nord de l'Inde, j'ai sillonné le nord de l'Inde, j'ai vécu aussi au Pendjab, quand je racontais mes recherches, les Indiens, ils étaient interloqués. Ils me disaient, mais c'est quoi le problème? Tu vas écrire 400 pages sur le voile. Mais pourquoi vous n'aimez pas le voile? J'ai rencontré quasiment personne qui comprend ce que c'est que le problème, en fait. Parce que l'Inde du Nord, dans son intégralité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, a des pratiques de couverture de tête pour des raisons différentes. Voilà. Et il y a aussi la construction autour du corps qui est aussi très intéressante, notamment dans le monde indien. C'est-à-dire qu'est-ce que la tête signifie? Évidemment, la tête, un homme sans tête, c'est un homme mort. Donc, c'est quand même assez simple aussi comme interprétation. Mais
voilà, qu'est-ce que ça veut dire se couvrir la tête? Parce que finalement, c'est un habit de tête. Donc, on porte un habit, je porte une chemise, on va porter un pantalon, on ne va pas faire tout un plat parce qu'on porte une jupe ou une mini-jupe ou un pantalon serré ou pas serré finalement. Donc, pourquoi on fait tout un plat sur la tête? C'est parce que la tête, elle raconte des choses. Et la tête, elle raconte des choses de son rapport avec le sacré. Et on le voit quand on fait un petit tour panoramique des différentes traditions religieuses, en tout cas celles qu'on connaît le plus, le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le jaïnisme et le sikhisme. Dans toutes ces traditions religieuses, il y a des pratiques de couverture de tête quand on est lié avec le sacré. Par exemple, le mariage chrétien, la femme, elle est voilée. Chez les chrétiennes, les sœurs sont voilées, mais il y a aussi cette association que j'ai beaucoup entendue en France, que les femmes avec leur hijab, elles ressemblent aux bonnes sœurs. Et en fait, pour les chrétiens, parce qu'en France, on a beau dire qu'on est un État laïque, on a une lecture extrêmement chrétienne des phénomènes sociologiques. Et donc, j'ai entendu beaucoup de femmes dire, oui, mais enfin, il y a cette association qu'une femme qui se voile, telle une bonne sœur, à partir d'une grille chrétienne, c'est une femme qui renonce à son corps, qui est dans le sacrifice et qui renonce à la sexualité, à la vie maritale, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'islam. Si on considère cette dimension du voile dans l'islam, parce qu'il y en a plusieurs, c'est une dimension de se réserver, de n'être pas disponible à d'autres hommes et donc de se réserver à certains hommes, et que le voile manifeste ça, mais manifeste pas que ça, manifeste aussi la pudeur devant le divin. Pourquoi on se voile quand on prie? Parce qu'on manifeste une pudeur devant le divin, parce que le voile du visage, un des voiles de notre visage, ce sont quoi? Nos paupières. Or, quand on est devant quelqu'un devant lequel on peut avoir par exemple honte parce qu'il nous est supérieur en statut, parce qu'on ressent de la pudeur par rapport à cette personne, on fait quoi? On baisse le voile de notre paupière sur nos yeux. Et finalement, alors peut-être pas dans le cadre du voile dans l'islam, parce que c'est un voile moins mobile que le voile que j'étudie en Inde, le bungat, mais le bungat, finalement, il fonctionne comme une paupière. La femme, je vous ferai bien une démonstration, mais je ne sais pas où j'ai mis mes voiles. La femme, elle a son voile sur sa tête et elle va le baisser sur son visage. C'est des voiles un petit peu transparents. Et donc, ça fait vraiment une paupière en fait qui ouvre et qui ferme le visage. Et c'est vraiment une danse du voile en fait, parce que suivant qui est à sa présence, en fait, si par exemple, imaginez la femme, elle est chez elle, dans sa cuisine, et elle est juste avec sa belle-mère et son mari. Elle ne va pas baisser son bougat. Et d'un seul coup, le beau-père arrive, ou le beau-frère, son beau-frère, tout à coup, hop, elle va tirer son voile, que de toute façon, elle porte sur sa tête. Et pas parce qu'elle est musulmane, aussi parce qu'elle est musulmane. Si elle est musulmane, elle porte son voile sur sa tête parce qu'elle est indienne en Inde du Nord, parce qu'elle est traditionnelle et qu'en Inde, traditionnellement, du Nord, c'est bien d'avoir la tête couverte pour les hommes et les femmes. Donc, elle porte un voile pour ces deux raisons-là. Si elle est musulmane, parce qu'elle est musulmane, puisqu'elle est indienne du Nord et traditionnelle, ça se fait comme ça. Et donc, vu qu'elle porte déjà le voile, quand elle va être en présence de son beau-frère, par exemple, hop, elle va baisser son voile sur son visage pour montrer sa pudeur et aussi maintenir une certaine distance. Alors là, je me suis beaucoup servi des travaux de Erving Goffman sur les pratiques de distanciation sociale. Et clairement, dans le bungat, mais aussi dans le voile dans l'islam, et ce qui est clairement ce qui est clairement dit dans la sourate Nour, c'est-à-dire la femme protège ses zones de pudeur devant telle ou telle ou telle ou telle personne et pas telle ou telle personne, exactement comme le bungat. Donc on a là un langage social et une distanciation sociale, c'est-à-dire qu'on va surrajouter sur le corps, sur l'épiderme, un instrument, un vestème qui va venir manifester une distance, qui va venir dire attention, je me tiens à distance, parce que dans le contexte, par exemple, mais on peut imaginer aussi dans le contexte de l'islam à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on est dans un contexte de résidence en famille élargie, donc comme ici au Pakistan, sous le même toit, on va avoir une dizaine de membres. La femme, elle va être en ubiquité, en promiscuité, pas ubiquité, en promiscuité avec ses beaux-frères. Et donc, on a besoin de pratiques de distanciation sociale. Et donc, en Inde, cette pratique de distanciation sociale, elle s'accompagne aussi, par exemple, éviter de dire le nom de la femme, éviter de l'appeler par son nom, éviter de lui parler directement, parler à un enfant pour demander à la femme d'amener quelque chose, si on est le beau-père, par exemple. Donc, on voit bien qu'un phénomène, il n'est jamais isolé. C'est la même chose pour le voile dans l'islam. Il y a aussi cette idée qu'on va porter le voile, qu'on va mettre le hijab devant tous les hommes qui ne sont pas des muharram, tous les na muharram, par mesure de pudeur et aussi par contrôle en fait
des pratiques de sexualité des êtres humains, donc par contrôle de la société en fonction d'une certaine morale, mais aussi pour contrôler qui s'accouple avec qui, parce qu'on est là, et aussi à l'époque du prophète sallam, on est dans des sociétés extrêmement codifiées au niveau de la parenté et du mariage. Dans les sociétés arabes comme dans les sociétés asiatiques, indiennes, pakistanaises, on ne se marie pas avec n'importe qui. On pratique le mariage appelé en anthropologie arabe, au Pakistan aussi, c'est-à-dire qu'on va se marier essentiellement avec ses cousins, par exemple. Mais du coup, on a une distanciation sociale. On vit quand même en promiscuité avec beaucoup d'hommes. Et donc, il y a certains hommes desquels on doit garder une distance. Et l'évitement, la pratique d'évitement ne suffit pas. Et le voile, finalement, va venir se surajouter aux pratiques d'évitement. Donc, on a affaire là aussi à une pratique d'évitement. Donc, on voit aussi, en tout cas, moi, mes études avec le Gungat en Inde, on fait ressurgir, je le savais déjà, mais ça m'est apparu très, très clairement, la dimension sociale et sociologique du voile dans l'islam, qu'on a oublié. Et c'est vrai qu'en France, dans notre lecture, on va politiser ce voile donc comme vraiment un état de fait politique, un langage politique, un combat politique. Ça a été le cas, le voile a été extrêmement politisé en Iran, par exemple, où on a été d'un coup obligé de se dévoiler, payer même des amendes si on était voilé, puis obligé de se voiler. Le voile a été politisé en Égypte, mais par exemple, il n'a jamais, enfin, je ne peux pas dire jamais, mais dans l'état actuel des choses, il ne l'est pas en Inde. Il l'est au Pakistan, par exemple. Donc, vous voyez comment le voile va dialoguer et finalement, on s'arrête sur le doigt, mais on ne regarde pas la lune. C'est-à-dire, on s'arrête sur le voile et on en fait notre destination, le voile. Mais en fait, cet objet-là, certes, il est significatif. Il est significatif parce qu'il est attaché au corps, il est attaché à la tête, il est attaché aux cheveux, il est attaché à l'ouverture spirituelle, il est attaché à une décision religieuse, intime de notre relation au divin, et on va en faire l'objet même de la discorde. Alors qu'en fait, c'est lui. En fait, lui, c'est juste une wasila, comme on dit. C'est un instrument qui vient révéler les tensions et les dialogues contradictoires qu'il peut y avoir dans une société donnée à un moment donné, comme ça l'a été en Iran. Et on voit par exemple qu'en Inde, il y a plein d'autres types de tensions, mais il n'y a pas vraiment de tension autour de se couvrir ou de se découvrir, parce que tout le monde est couvert de toute façon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu fait le tour de la question, parce que c'est assez dense. Merci beaucoup, docteur Elkoui, pour votre présentation assez riche, assez méthodologique et vraiment productive. J'aimerais bien, permettez-moi de souhaiter le bienvenue à Madame l'ambassadrice représentante du Congrès islamique à la Commission internationale des droits de l'homme de Genève. Si quelqu'un souhaite intervenir, docteur Elkoui, si vous permettez, est-ce que, permettez-moi, mes frères, mes sœurs, est-ce que vous pensez que la femme musulmane, en tant que victime, docteur Afshahar, il a évoqué quelque chose de très important. J'aimerais bien signaler quelque chose, que docteur Afshahar a été la seule personnalité suisse en tant que membre du Conseil suisse des religions qui a défendu, par exemple, qui a été contre l'interdiction du burqa. Il m'a dit quelque chose, docteur Afshahar. Il m'a dit, écoutez, personnellement, je ne vois pas que le burqa islamique, mais l'interdiction du burqa va être utilisée comme instrumentalisation de la haine contre les musulmans. Ça va être un début pour une autre campagne qui va toucher les musulmans, qui va stigmatiser les musulmans, etc. J'aimerais bien, si c'est une question pour vous et pour vous, Médine aussi, faire la distinction entre le burqa. Il y a beaucoup de monde qui disent que ce n'est pas musulman. Je vois que le burqa, la vérité, c'est une sous-estimation de la femme, c'est une mauvaise présentation vestimentaire de la femme. Et le voile, quel est l'islamique? Est-ce que le voile est le burqa? Et quel voile aussi? Est-ce que shara,
est-ce que la doctrine islamique, est-ce que le texte d'abord, il a bien précisé quelques normes de voile, etc. Je pense, est-ce que vous préférez prendre des questions, puis est-ce que vous préférez, docteur, est-ce que vous préférez prendre à la fois toutes les questions et puis répondre, hein? Non, moi, je préfère répondre, moi, personnellement, je préfère répondre d'abord à une question et puis prendre une suivante parce que sinon, D'accord. Alors, c'est à vous, docteur, c'est à vous. Oui. je laisserai compléter professeur Boumedienne parce que moi, je ne suis pas théologue. Je ne suis pas, je suis anthropologue, donc c'est quand même très, très différent. Donc, je me suis basée sur le texte coranique, mais je ne suis pas une spécialiste du texte coranique non plus. Mais anthropologiquement parlant, puisque j'ai vécu dans une dizaine de sociétés musulmanes, le Maroc, la Tunisie, la Malaisie, le Pakistan, enfin voilà, pas mal de sociétés comme ça, je remarque qu'en fait, traditionnellement, les femmes musulmanes, comme elles se voilent, c'est pas la burqa. La burqa, c'est un peu une sorte de version un peu wahhabisée, une interprétation extrêmement moderne, citadine, uniformisante, globalisée et un peu rigoriste du voile en islam. Parce que dans les sociétés traditionnelles, les femmes, parce qu'en fait, quand on regarde le texte, bon, ça, je laisserai parler professeur Boumediam, mais il y a l'idée de recouvrir ces zones de pudeur, de rabattre son voile ou de rabattre son manteau, de rabattre son étoffe sur sa poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire si on monte dans l'archétype, dans le principe, plutôt que de se perdre dans les détails véritablement matériels, intellectuels, conceptuels, de notions archétypalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'adopter une attitude de pudeur en utilisant le vêtement pour recouvrir son corps, pour ne pas être exposé au regard de tout le monde. Et c'est aussi, et ça dans énormément de sociétés, notamment les sociétés méditerranéennes, une façon aussi de préserver l'honneur du corps de la femme, mais aussi du corps des hommes. Quand on regarde les hommes, comment ils sont vécus, par exemple au Pakistan, c'est un habit très pudique finalement qu'ils portent avec des salwar kamis, le pantalon qui n'est pas serré, la chemise qui tombe au-dessus des genoux, assez large. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas révéler les formes de son corps pour ne pas provoquer du désir inutile chez les gens du genre opposé qui ne sont pas nos conjoints, finalement. Dans le principe, c'est ça l'idée, d'adopter une attitude de pudeur. Donc, pourquoi est-ce que cette attitude de pudeur, elle devrait être codifiée avec un habit tout noir? Déjà, pourquoi noir? Dans un tissu particulier, enfin fait à partir de matière plastique quand même, c'est pas qui cache les zones de pudeur, c'est qui rend le corps de la femme complètement invisible et il y a une sorte de négation. Bon, ça c'est quelque chose de très subjectif. Moi, je trouve que dans la burqa, il y a une sorte de négation, mais il y a aussi un développement très globalisé et standardisé de l'idée du voile. Et en fait, que ce soit en Malaisie, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Burkina Faso, au Mali, où est-ce que j'ai observé? Dans les Comores, au Pakistan et en Inde, ce que j'ai observé du voile des femmes, c'est au contraire une beauté, une certaine beauté du voile des femmes et une grande diversité dans ce voile, autant dans les couleurs que dans les étoffes, que dans la façon de le porter. Par exemple, en Inde et au Pakistan, parfois ce voile, même chez les musulmans, c'est juste un grand foulard posé sur la tête et qui glisse et on le remet, il glisse, il est très mobile. En fait, il y a un dialogue avec le corps, il y a une sensualité du voile aussi. Donc la burqa, elle vient renier tout ça. Et à mon sens, ça donne aussi de l'eau au moulin de tous les gens qui voudraient contester l'islam, le voile sur la sphère publique, etc. Oui. Mais on a oublié la beauté et la variabilité de toutes les formes de couverture, de voile qu'on peut observer à travers le monde. Merci. J'aimerais bien une fenêtre. J'aimerais bien que signaler quelque chose, que la sous-estimation et l'exclusion de la femme voilée musulmane, ce n'est pas seulement dans la société européenne, même dans la société arabe, islamique. J'ai vécu en Tunisie, par exemple, j'ai vu même en Tunisie, lorsqu'on attaque Nahda, on pense que toutes les femmes voilées, ils font partie du Nahda. Toutes les femmes, il y a soi-disant les féministes,
laïques, etc., bon, qui défendent toutes sortes de libertés, sauf d'être voilés. Il y a Madame Ahlem Amouri, et puis Docteur Ben Yahya. Madame Ahlem Amouri, est-ce que vous pouvez activer votre... Oui. Oui, assalamu alaikum, Oui, ma sœur. Assama. Alors, je suis tunisienne. Vous venez de parler de la Tunisie. Moi, ce que je critiquerais dans le voile, c'est vrai qu'il y a on a l'impression que toutes les femmes voilées sont des islamistes, des Nahdaouis, mais c'est pas vrai. Les vrais Tunisiens savent que c'est pas vrai. Qu'il y a des femmes Nahdaouis et puis qu'il y a des femmes qui sont pas Nahdaouis, qui font de la mimétisation, ou alors qui ont été un petit peu persuadés de remettre le foulard. Moi, je dirais pas le voile, mais le foulard. Alors, ce que je critiquerais dans ma société tunisienne, et j'ai beaucoup de belles-sœurs et de personnes autour de moi qui mettent le voile, c'est cette histoire, je ne vois pas vraiment la pudeur. Elles ne le prennent pas en tant que pudeur, elles le prennent en tant qu'une crainte de ce que Dieu va leur faire subir. Et je peux vous en parler parce que ce sont des personnes qui sont très, très proches. Alors, dès qu'un cheveu dépasse, c'est haram. Rabbi b'shi'arqak. C'est n'importe quoi. Qu'on soit pudique, qu'on veuille se... Oui, Dieu va vous brûler à partir de ces cheveux qui dépassent. C'est vraiment l'horreur, ce que je critique dans l'état actuel des croyances. Je ne suis pas féministe, je suis un petit peu féministe, je l'avoue, mais on ne doit pas avoir peur de Dieu. On aime Dieu, c'est complètement différent. On n'a pas peur que Dieu nous brûle parce qu'on a des cheveux qui dépassent. Par pudeur, oui, on peut se cacher les cheveux, c'est tout à fait légitime, mais quand on se cache les cheveux, ce n'est pas la peine de se maquiller. C'est pas la peine de mettre des vêtements qui sont près du corps. Donc, il y a un phénomène de mode, il y a un phénomène de lecture des textes coraniques qui sont différents des uns et des autres. Il y a aussi les chaînes, moi je dirais islamistes, hein, les chaînes de télévision auxquelles ont eu affaire certaines populations, qui ont fait que ma belle-mère, elle mettait le foulard, parce qu'elle était assez vieille, et puis quand ses filles sont devenues foularées, hein, qui mettaient le hijab dans ce cas, elles essayaient de lui cacher les petits bouts de cheveux qui dépassaient. Donc, où est la pudeur dans tout ça? Ma belle-mère mettait le foulard, ma grand-mère mettait le foulard, elle mettait le sefseli parce que c'était de la pudeur, c'était beau. Mais honnêtement, avec les foulards qui est mis maintenant, avec pas le moindre cheveu qui dépasse, je trouve que là, c'est vraiment aller au-delà de cette pudeur. C'est ce que je regrette actuellement dans cette histoire de... Et quand Madame Lecuyer dit que c'est très, très beau, que quand le foulard glisse et que bon, elle le remet sans aucun problème, c'est beau, oui, c'est beau. Quand je regarde les femmes hindoues, les femmes pakistanaises, c'est joli. Mais ici, en Tunisie, moi, je trouve que c'est plus joli. C'est devenu une peur atroce qui me fait mal au cœur. Voilà. On ne vous entend pas, docteur Dahri. Hein? Docteur Dahri. Oui, merci Madame Lamouri pour votre intervention et on souhaite à travers vous pour la Tunisie qu'elle sorte rapidement de l'état catastrophique amené et résulté par l'agissement de Nahda. Je vous cède la parole, il y a Fawzi. Fawzi, est-ce que vous êtes avec nous, mon frère? Oui, absolument. C'est à vous, cher Fawzi. Je vous remercie. Pour répondre au docteur Lecuyer, concernant l'ahkam الشرعية تاع الحجاب تاع le voile, je parle sous le contrôle du docteur Ben Yahya, bien sûr. Il y a plusieurs ayats qui fixent entre guillemets, hein, qui demandent à ce qu'on se couvre effectivement les zones de pudeur. C'est surtout pour éviter tabarruj تاع الجاهلية. C'est pour passer à une société beaucoup plus pudique. Mais comme vient de souligner l'intervenante, la sœur tunisienne, les gens font toujours dans l'excès. Et c'est ça qui est malheureux.
ils font dans l'excès en croyant se donner une bonne conscience. C'est tout à fait faux. Pour revenir à l'intervention de le docteur Lecuyer, elle a parlé effectivement, dans toutes les cultures et dans toutes les religions, on se voilait la tête, on ne se coupait pas les cheveux. Dans l'Ancien Testament, vous aviez le prophète Samuel, vous avez les grands prophètes, c'était des nazirs. Des nazirs, c'est là où le rasoir ne passe pas. On ne touche pas un cheveu de nazir. Et pour ce qui est du 7e chakra, effectivement, de l'éveil, on parle de l'aura. Toutes les religions abordent cet aspect avec une forme de convergence, mais pas de divergence. Maintenant, pour revenir à la France, une société que je connais très bien, les Français font un véritable abcès de fixation sur le voile. Et c'est une fixation qui est complètement démesurée. Donc, il se cabre sur les musulmans qui portent le voile, mais est-ce vraiment ça le point nodal du déséquilibre de la société française? Ce n'est sûrement pas ça. Ça, ce ne sont que des manœuvres dilatoires. Parce que le véritable problème a commencé avec Maurras et Camus, quand ils parlent du grand remplacement. Le grand remplacement est fait. Quand ils parlent de comment les sociétés occidentales vont être islamisées, ça, donc ils parlent du remplacement. Ils sont en train de travailler, ils ne l'ont pas encore annoncé, parce que moi, je suis toujours de suivre, pas d'être. Je suis toujours l'évolution de la politique française. Donc maintenant, ils sont en train de nous préparer une sortie qui est le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est Camus. Ils sont en train de nous préparer une sortie, celle du grand déplacement. Ils veulent, alors que c'est pratiquement fini maintenant, leurs études, leurs propres études. Regardez, docteur, regardez comment il y a 2 poids, 2 mesures. On parle du voile. On a parlé de la loi de 1905, la loi de la laïcité sur les religieux catholiques. Mais on ajoute toujours un petit codicile pour la religion juive. On ne s'offusque pas quand on voit le rabbin couvert, quand on voit des gens, dans les administrations, moi j'ai eu affaire à ces choses-là, dans les administrations qui portent la kippa, ça n'offusque personne. Ça n'offusque personne. Qu'est-ce qui offusque en France? C'est la femme musulmane qui porte un voile. Et on essaie toujours de l'infantiliser en sortant le fallacieux prétexte que ce voile a été imposé. C'est pas possible. Les femmes déclarent, ils disent qu'on fait ça parce qu'on le veut bien. Donc là, et ils ont commis l'erreur de légiférer. C'est quand on commence à légiférer, comme l'a souligné le docteur Bahri, concernant la burqa et la position du docteur Afshar, quand on commence à légiférer, c'est là où on commence à perdre la partie. Parce qu'il y a des choses il y a des textes qui seront inapplicables. Et je vous remercie. Merci, Fawzi. Docteur Boumediene, oui. Oui, c'est Boumediene. Oui. On vous écoute mal. Merci. Non, on vous écoute mal, monsieur Boumediene. Monsieur Miloud, vous avez une question ou madame Hademi? Oui, Hademi, oui. En attendant de docteur Boumediene régresser. Oui. En fait, c'est couvrir la tête, et couvrir la tête, c'est une pratique qu'on trouve dans toutes les civilisations. Moi, quand je revois les romans du XVIIe siècle, on parle d'une femme qui rentre dans la maison et l'auteur, il dit, elle se met dans ses cheveux, c'est-à-dire dans la maison, dans le sphère privée, on se met dans le cheveu et quand on sort, on se couvre la tête. Et ça, on le trouve partout, on le trouve dans les pays asiatiques, on le trouve, comme vous l'avez bien mentionné, en Inde et tout.
et ça a des rapports esthétiques, religieux, de tout genre. Et il a beaucoup de sens, le voile. Mais moi, je pense que le voile devient, on stigmatise le voile quand il devient un objet de contrôle politique, quand un régime politique vient s'installer et obliger les femmes à porter le voile. Quand ils restent dans la liberté, il n'y a aucun problème. En tant que femme, pas trop féministe, mais activiste, je dirais que personne, je veux couvrir ma tête, oui, mais quand on m'oblige à couvrir la tête, ça devient quand même un instrument de contrôle politique et de choix politique. Bon, le problème en France n'est pas le problème comme dans les pays du Maghreb ou dans d'autres pays. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Moi, par exemple, ces jours-ci, je suis énormément ce qui se passe en Afghanistan. Eh bien, toutes les femmes en Afghanistan, même celles qui couvrent leur tête, elles ont peur d'être obligées de revenir au, comment on appelle ça, le Burkina, ou le truc là avec des grilles. Et donc, il y a une peur, il y a une appréhension. Il y a une peur, il y a une appréhension. En plus, je pense aussi qu'il y a beaucoup de confusion en Europe entre le niqab et le hijab. Parce que le hijab permet à la femme de travailler, d'exercer ses activités, de toutes les façons, d'être dans les sphères publiques, alors que le niqab, c'est la disparition de l'espace public. Et les femmes, elles ont peur parce qu'elles ont peur d'être exclues de l'espace public et revenir à l'espace privé. Donc, je pense que du moment qu'ils restent dans le cadre spirituel, dans le cadre sociologique, dans le cadre de pudeur et tout, donc il n'y a jamais problème, on ne doit pas le stigmatiser, mais dès qu'il devient, parce que beaucoup de choses peuvent prendre une autre voie, dès que ça prend une tournure politique et instrument de contrôle politique, et surtout, moi je dirais, une entrave à la liberté. Chacun porte ce qu'il veut, je suis d'accord, mais obliger les femmes sous un régime politique de porter quelque chose, ça, c'est aussi une entrave à la liberté. Merci. Merci beaucoup, Madame Hadamé Mahjoub, merci infiniment. Alors, il y a beaucoup, pardon, je vous ai perdu il y a quelques minutes, je voulais rebondir par rapport à beaucoup de points. Si s'il vous plaît, on a perdu Madame Docteur Lekui, je pense qu'elle a... Est-ce que vous pouvez répondre à Madame Mahjoub, s'il vous plaît? Alors, la question de la politisation et de l'instrumentalisation du voile, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas récente. On ne la découvre pas en 2021. Elle fut depuis très longtemps. Excusez-moi une minute. L'Europe, elle a toujours été hypocrite parce que les... Je n'ai pas pu développer mon idée, cher. Excusez-moi. Non, c'est par rapport à... Voilà. Allez-y. Donc, la toute première chose, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. La deuxième chose, je vous rejoins sur l'idée d'imposer l'idée d'un voile, notamment avec ce qui se passe en Afghanistan. Vous avez raison de souligner ce point. C'est quand même assez atroce ce qui se passe en Afghanistan. Et parfois, ça se passe même dans des pays. Et vu qu'il n'y a pas une médiatisation, on n'a pas l'information. Alors, on dit, voilà, on n'en dit rien parce qu'on ne sait pas. L'importance, elle est au-delà, à mon humble avis. La politique, elle instrumentalise le voile. Ça, c'est une vérité absolue. Toute politique instrumentalise le voile, que ce soit en France, que ce soit en Europe, ou que ce soit dans les pays arabes et musulmans, ou que ce soit dans les pays asiatiques. Donc, il faut pointer du doigt, je crois qu'on se trompe de condamner le voile, et en attendant que Dr Laurence Lécuyer revienne, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à son intervention magistrale, que je trouve magistrale personnellement. Il ne faut pas se tromper d'objet d'analyse.
Est-ce qu'on analyse le voile ou est-ce qu'on analyse ceux qui portent le voile? Est-ce qu'on doit stigmatiser le voile en tant qu'instrument, parfois absolument instrumentalisé par les uns ou les autres, les partis, les médias, etc., ou voire même des politiques internationales, ou est-ce qu'on doit stigmatiser les personnes? Moi, à mon humble avis, on se trompe et on a fait de ce signe qui est quand même assez fou et assez incroyable qu'un voile sur une tête puisse mettre en péril toute une république, voire tout le monde entier. Le cas de la France est assez manifeste. Je ne reviendrai pas sur la politique de la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ontologie. Et sur le plan ontologique, toute la problématique, et si vous voulez, ce qui est inacceptable, au-delà du signe porté, qu'il soit politique ou pas, parce que personne n'a le sondeur divin, si vous voulez, au métaphysique, pour savoir pourquoi telle dame porte le voile ou pas. Alors, quand on interroge ces dames, moi-même, j'ai fait ce travail, elles vont nous dire, on n'a pas de pression, moi, je l'ai porté par conviction. Il y a une autre dame, vous avez une pluralité, si vous voulez, d'avis par rapport. Il y a celle qui aspire à Dieu, il y a celle qui cherche l'absolu, il y a celle, effectivement, alors c'est extrêmement rare, mais ça existe, qui subit des pressions culturelles, parce que, franchement, venir aujourd'hui nous dire que les gens consultent les textes coraniques pour pouvoir porter le voile, alors que l'exégèse elle-même, elle est plurielle. L'historiographie par rapport à l'exégèse de ces textes, notamment Surat al-Nur, que Dr Laurence avait évoqué précédemment, elle n'est pas facile. Dr Dahri avait posé une question très intéressante, à mon avis, concernant la légalité, si vous voulez, obligatoire selon le droit musulman, ou l'obligation juridique de porter le voile ou pas. Le texte, si vous voulez, invite d'abord les femmes du prophète. Et moi, souvent, quand on aborde quand même ce débat, je dis déjà la première injonction suprême, elle s'adresse à celles qui étaient en compagnie du prophète lui-même, de l'exemple. Alors aujourd'hui, on est loin de cet exemple. Et donc, je m'adresse à toutes ces femmes qui, si vous voulez, de prime abord, prennent le voile immédiatement comme un instrument, si vous voulez, d'identité ou pour telle ou telle fonction. Il faudrait s'élever. Et tout le voile, toute la problématique du voile, j'avais travaillé il y a quelques années sur la problématique du voile et la lecture coranique du voile. La lecture coranique du voile envoie et appelle à une maturation spirituelle pour pouvoir porter le voile. Et c'est pour ça que Allah, Dieu s'adresse d'abord aux modèles. Les femmes du prophète sont nos matrices, sont nos mères, sont nos exemples, sont les exemples, sont ummahatul mu'minin wal mu'minat. Elles sont les matrices des croyants et des croyantes. Pas seulement des femmes. Elles ne sont pas exemples seulement des femmes. Elles sont l'exemple aussi des hommes. Et là, je rejoins, si vous me permettez, un point qui a été abordé par Dr Laurence Lécuyer, qui est la question du voile. Elle touche aussi les femmes, aussi les hommes qui se trouvent facilement en retrait par rapport à cette question. Et je trouve même que peut-être une bonne partie des hommes ne prennent pas part à défendre les libertés. Vous l'aviez dit, je crois même, il y avait une dame qui avait intervenu tout à l'heure, Madame, j'ai noté son nom, Ahlam, je crois, de Tunisie. Alors, et qui, elle, avait parlé de peur. Un cheveu qui dépasse, c'est de la peur, mais la peur de Dieu, elle est bénéfique. La peur de Dieu, elle n'est pas. Et elle avait elle-même défini, la peur, c'est l'amour de Dieu. On ne pourrait la traduire que comme cela. Mais dire la peur, ça n'existe pas, il ne faut pas avoir peur de Dieu, enfin, ça là, c'est désiré comme idée, alors que Dieu nous appelle quand même. La peur, al-khashya fil Qur'an al-Karim, ça signifie prendre conscience selon tous les degrés existentiels de notre foi. Ce n'est pas une peur qui viendrait nous contraindre par rapport à notre liberté ou nous emprisonner. Ça, c'est une lecture qui est totalement fausse. Il faudrait être prudent à ne pas interpréter, si vous le permettez, les textes comme ça à tout va. La peur, elle est bénéfique et c'est un degré de la spiritualité universelle. Avoir peur, c'est l'aimer, le respecter, et respecter soi-même et respecter les autres. Je donnais un exemple dans une conférence précédente, mes chers, sur la question de la foi, le mot iman.
il n'y a pas de sécurité. Si on ne réalise pas la sécurité de nous-mêmes et des autres, si on n'est pas les remparts pour propager la paix et la sécurité dans le monde entier, on ne peut pas se prénommer mu'minoun. On ne peut pas être des exemples de mu'minin. Il faut être nous-mêmes dignes et exemples pour les autres. Donc voilà. Sur la question, si vous voulez, l'autre point, il y avait un point très important, docteur Laurence Lécuyer, abordé et cité au début par rapport à la question de la sécurisation. Alors bien sûr, Laurence Lécuyer, que je salue d'ailleurs, je salue son intervention à maintes égards, c'est une lecture bien sûr anthropologique, elle ne cesse de le répéter, c'est une lecture anthropologique, sociologique, voire même ethnologique, et ça s'entend, ça s'entend. Et c'est vrai que c'est une richesse pour nous, et moi je crois que, si vous voulez, les apports ou les études et les éclairages scientifiques d'hommes et de femmes de terrain, comme Laurence Lécuyer, nous éclairent pour démystifier toutes ces, vous me permettez l'expression, toutes ces bombes. Aujourd'hui le voile, et dans 100 ans, de quoi va-t-on parler? Et dans 10 ans, de quoi va-t-on parler? Enfin, l'instrumentalisation est telle aujourd'hui que les crispations renforcent ce sentiment d'insécurité des femmes voilées, mais ce sentiment aussi d'insécurité des femmes non voilées, et qui se trouvent parfois, bien sûr, parce qu'il y a une manipulation, si vous voulez, de l'opinion, et il y a surtout beaucoup d'ignorance par rapport à le voile, par rapport au voile. Alors, une petite précision scientifique et linguistique. Le voile n'est pas le hijab. Dieu n'a jamais cité le hijab pour parler du tissu des femmes. Dieu a cité le khimar ou le jilbab. Et ça, si vous me permettez, répéter à longueur de journée, depuis des années et des années que c'est le hijab, c'est une faute grave sur le plan scientifique. Le texte, le scripturaire coranique, n'admet que le terme jilbab ou khimar. Et le terme hijab, il est attesté dans le Coran, mais il est attesté pour autre chose. C'est un voile symbolique, c'est le voile entre la lumière et les ténèbres, c'est le voile de distanciation d'ailleurs, hein, métaphysique. Il n'a rien à voir avec le bout de tissu que nos femmes, nos femmes, que surtout nos mères, nos grands-mères portaient, et de toute communauté confondue, l'avait rappelé M. Fawzi, Dr Dahri et tant d'autres l'avaient rappelé que cela est assez courant dans toutes les civilisations et dans toutes les communautés religieuses. Maintenant, un dernier point, si vous me permettez, mes chers, est-ce que la question de la discrimination qui a été posée au début de ce débat, la discrimination des femmes voilées, par rapport à l'islamophobie est effective ou pas? Mais bien sûr, c'est un fait. C'est un fait parce qu'il y a instrumentalisation. Est-ce qu'il y a, pour répondre à l'autre question qui a été abordée par Dr Mahjoubi, est-ce qu'il y a des femmes qu'on leur impose, qu'on essaie de leur imposer le voile? Mais bien sûr, c'est un fait. Mais de là à essentialiser et de séculariser, c'est là le danger. De dire il y a seulement cela. Il y a seulement mon bord. Les autres bords, il faudrait les... On tomberait tous ensemble dans ce qu'on appelle une guerre laïcisante contre tous les symboles. Docteur Laurence Lécuyer aussi, et je la remercie, mais vraiment vivement et infiniment, d'avoir relevé aussi des points scientifiques concernant ses recherches sur le voile dans des terrains extérieurs à l'Europe et extérieurs au Maghreb, même si elle a abordé aussi ces terrains, c'est la question de la représentativité de ces symboles par rapport à la pudeur. Alors j'entendais tout à l'heure une dame nous dire que la pudeur, oui, mais. Alors, toutes ces structures, hein, je suis linguiste de formation avant d'être islamologue, toutes ces structures, oui, mais elles sont clivantes. Elles remettent en cause les antécédents, si vous voulez. Alors, la pudeur, elle est très importante. Mais moi, je suis pour une pudeur d'élévation spirituelle. Alors, vous avez des femmes non voilées qui ont une pudeur spirituelle incroyable.
Mais vous pouvez aussi trouver des femmes spirituelles, des femmes avec le voile, qui respectent, si vous voulez, les codes culturels de nos pays en Europe, enfin en Occident ou en Orient, Proche-Orient, en Asie, aussi, qui peuvent atteindre ces degrés spirituels extrêmement élevés. Le voile n'est pas le seul vecteur, si vous voulez, moyen pour la réalisation spirituelle. Et de là à le réduire, à la personne elle-même, c'est une faute gravissime à mon égard. Il faut qu'on fasse tous, en tant qu'intellectuels, en tant que chercheurs, en tant que penseurs, en tant que journalistes, en tant que responsables religieux, il faut qu'on fasse très, très attention à ne pas condamner les êtres. Il faut condamner le symbole quand il est mal utilisé ou quand il exprime quelque chose qui est contraire aux valeurs communes, les valeurs communes que le Caïos défend et que le cri de voix des victimes défend et que moi, à titre personnel, je défends. Tout au long de ma vie, je défends ces valeurs, la valeur de la paix, la valeur de l'union, la valeur de l'amour et la valeur aussi de la quête obligatoire, et là je parle d'obligation, de la quête de la science et de la connaissance. Et je vous remercie infiniment. Dernière question, Madame Aqil Rabi Kadrissi. Oui, c'est à vous, Madame. Oui, Madame Drissi. Oui, Madame Drissi. Oui, excusez-moi, je n'arrivais pas à décocher mon micro. Salam alaikum. Merci à Leila Zahra pour sa magistrale intervention et merci aussi aux différentes personnes qui posent les questions, qui nous permettent donc de pousser la réflexion. Donc, Leila Zahra, dans sa présentation que je trouve également magistrale, a mis en exergue l'aspect spirituel, l'aspect social et l'aspect spirituel du voile. Et elle a mis en rapport avec la notion de consécration de l'être au divin et la beauté. Et Sidi Boumedienne, dans ses enseignements, nous a appris à transposer les termes dans le langage arabe coranique. Donc la beauté, elle jamal. Mais ça pourrait être aussi, ça renvoie aussi à la notion de rassemblement. Et je me pose la question si finalement, c'est de la finalité du voile, ne serait-il pas de réunir tout ce qui est épars sous cette étoffe, le voile, qui est seulement la manifestation matérielle de cette consécration au divin, d'où réside cette notion de beauté, de jamal. La question est adressée aussi bien à Leila Zahra qu'à Sidi Boumedienne. Merci, Madame. On a perdu Madame de Reims. On va essayer de vous fournir une réponse, Monsieur Boumedienne, et on finit. Merci. D'accord. Alors, je vous remercie, Lakila. Merci infiniment pour votre question. Bien sûr, la consécration et le sacré. Laurence Lécuyer, alors je reprends seulement les éléments qui ont été présentés dans son intervention. Je n'irai pas plus loin. Pour la part de Dr Laurent du sacré, le sacré est très important, notamment quand elle illustrait la question de la sécularisation, notamment en France, dans le contexte français, dans le contexte aussi un petit peu occidental de l'Europe du Nord. Alors, bien sûr, la laïcité a tendance, qui est devenue aujourd'hui une quasi-religion, et exclusive, mais qui a été un rempart contre les extrémismes religieux quand elle était inclusive. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la conséquence. Monsieur Boumedienne, peut-être il faut faire attention au déplacement. Pardon. Il y a des coupures, oui. Oui, il y a des coupures dans votre parole. Oui, d'accord, pardonnez-moi. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on termine rapidement pour éviter les pannes, oui. Très bien. Je disais que la consécration, elle est fondamentale, elle est sacrée, elle a attesté dans la révélation, et cette révélation elle est universelle, bien sûr. Pour l'apprendre, le non, il y a des c'est ce que j'avais annoncé au début, pouvoir porter un signe.
Oui, voilà. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment, Monsieur Boumedine. On s'excuse pour les lectures. Alors, je vous remercie. On arrive à la fin. Docteur Afshahar, vous avez le mot de fin. Oui. Cher docteur Laurence Lécuyer, un grand merci pour votre présentation très intéressante. Nous avons beaucoup appris de votre observation anthropologique, notamment de votre allusion au fait que le voile a plusieurs dimensions. Vous avez raison. Si nous voulons y faire face, nous devons examiner les dimensions de manière différenciée et éviter de regarder la réalité de manière unidimensionnelle. Kios continua à organiser des conférences visio sur les questions islamiques. Chers participants, nous serions ravis si vous continuez à participer à nos conférences. Je vous remercie et j'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir. À bientôt. Merci beaucoup, Dr Farhat Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques suisses. Merci beaucoup, Dr Laurence Lécuyer, Dr Boumedine Ben Yahya, Dr Hadim Mahjoub, tous les participantes et les participants. On vous donne rendez-vous, on va diminuer un peu le rythme parce que nous étions dans un rythme de formation accéléré durant les vacances d'été. On vous donne rendez-vous le 8 avec Dr Hatem Ben Salem sur la question de la diplomatie islamique. Est-ce qu'il y a une diplomatie islamique? Le 15 avec porte-parole de l'Union juive pour la paix, Dominique Natchen et Pierre Catamargou, doyen de la faculté de travail social de Genève sur racisme à l'école. Et avec Dr Ben Yahya le 29 sur l'analyse du discours djihadiste. Je vous souhaite une bonne soirée. Fi hafdillah. Merci infiniment. À la prochaine. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Merci infiniment à toutes et à tous. Bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir. Salam.